Bien, bonjour à tous. Nous allons poursuivre le cours entamé la semaine dernière sur la conquête aztèque par les Espagnols. La semaine dernière, nous nous étions arrêtés à la question numéro 1 que vous aviez à faire pendant les vacances et qui était: quelle est la vision donnée des Aztèques par les conquistadors espagnols et quelle est la vision donnée des Espagnols par les Aztèques? On avait complété la première colonne du tableau sur la vision des Aztèques par les conquistadors espagnols. On avait notamment noté que l'on avait une admiration des Espagnols vis-à-vis de l'ingéniosité, de l'inventivité des Aztèques, de l'architecture, de l'abondance en marchandises disponibles dans la capitale, et en même temps une horreur des Espagnols qui découvrent les pratiques religieuses des Aztèques, qui sont polythéistes et pratiquent des sacrifices humains. Ensuite, deuxième colonne du tableau que nous n'avions pas complétée, la vision cette fois-ci des Espagnols vue par les Aztèques. Et pour cela, vous aviez deux textes que je vous invite à reprendre sur le polycopier que je vous avais distribué. Je vais relire les deux textes avec vous avant de passer à la trace écrite. Premier texte: quelques-uns nous ont assuré que vous étiez assoiffés, que vous étiez des dieux, pardon, que des bêtes farouches vous obéissaient, que vous teniez les foudres entre vos mains, que vous étiez assoiffés d'or. Cependant, je reconnais que vous êtes des hommes comme nous. Ces bêtes qui vous obéissent sont, à mon avis, de grands cerfs que vous avez apprivoisés. Ces armes qui ressemblent à la foudre sont des tuyaux d'un métal que nous ne connaissons pas, dont l'effet est pareil à celui de nos sarbacanes. Alors cet extrait, il est extrait d'une lettre de Moctezuma à Hernán Cortés, qui est le chef de l'expédition. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à chaque fois, Moctezuma essaye d'associer une invention, une découverte qu'il fait et que possèdent les Espagnols avec quelque chose qu'il connaît. On peut prendre l'exemple des chevaux, par exemple. Il en parle à la ligne 3. Ces bêtes, donc il fait référence aux chevaux, qui vous obéissent, sont, à mon avis, de grands cerfs. Pourquoi? Tout simplement, et je pense l'avoir déjà dit en classe, les Américains, les Amérindiens à l'époque ne connaissent pas le cheval qui n'existe pas encore en Amérique. Deuxième preuve dans le texte, ces armes. Alors quand il parle de ces armes, ce sont en fait les canons. Ces canons qui sont totalement inconnus pour les Aztèques, il les compare aux sarbacanes. Donc j'en viens à la première idée à noter dans le tableau, dans la deuxième colonne: les Aztèques cherchent à comprendre les Espagnols et se recherchent des points communs avec eux. Ils les considèrent donc comme leurs égaux. Deuxième élément de réponse, cette fois-ci avec le second texte. Mais encore, donc l'empereur aztèque Moctezuma se crut à demi-mort quand il entendit comment éclate sur leur ordre la trompette à feu, comment on entend le tonnerre quand elle éclate, et lorsqu'elle éclate, il y a comme un galet arrondi qui en sort. Du feu se met à pleuvoir à petites gouttes, à pétiller, et lorsqu'elle heurte une montagne, c'est comme si elle la renversait, comme si elle s'écroulait. Cet extrait vient d'un récit aztèque recueilli par Bernardino de Sahagún, et dans cet extrait, on voit bien que les Aztèques sont impressionnés, sont fascinés, sont admiratifs de la supériorité militaire des Espagnols, qui se caractérise à ce moment-là par un élément principal, c'est la maîtrise du fer. Je vous rappelle que les armes que possèdent les Aztèques à ce moment-là sont des armes uniquement en bois, des épées, des sarbacanes, des arcs, mais ils ne maîtrisent pas suffisamment le fer pour en faire des armes. Donc que ce soit les armures, que ce soit les canons, les armes à feu des Espagnols, ils sont impressionnés par tout cela. Donc deuxième élément à noter dans le tableau, les Aztèques sont impressionnés par la supériorité militaire des Espagnols. Armure des soldats, et non pas des soldes, et canon. Je précise juste que pour que vous ayez le temps de bien prendre en note le cours, n'hésitez pas à mettre sur pause. Alors cette supériorité militaire des Espagnols vis-à-vis des Aztèques, c'est ce qui va expliquer leur victoire finale. Donc vous pouvez noter que grâce à leur supériorité militaire et à l'aide de peuples ennemis des Aztèques, les Espagnols parviennent à vaincre l'Empire aztèque en 2 ans seulement. La conquête s'achève par le siège de la capitale Tenochtitlan et la soumission de l'empereur qui est capturé, Moctezuma II, en 1521. Alors juste un point pendant que vous notez la trace écrite, l'aide de peuples ennemis des Aztèques. Alors à quoi je fais référence?
Les Aztèques, c'est un empire en pleine croissance à l'époque, c'est un empire qui continue de s'étendre, au détriment des petites tribus qui vivaient à ce moment-là en Amérique centrale, et les Espagnols vont s'allier en fait avec ces tribus, avec les ennemis des Aztèques, pour vaincre les Aztèques. Si les Espagnols ont besoin de ces peuples ennemis, c'est tout simplement parce qu'ils ont besoin de guides. Il ne faut pas oublier que l'Amérique à ce moment-là est toute nouvelle pour les Européens, est toute nouvelle pour les Espagnols, et les Espagnols ont donc besoin de personnes compétentes, de personnes qui connaissent le terrain, qui connaissent les lieux, car ils ne possèdent pas de carte. Donc ils ont besoin de l'aide de ces ennemis des Aztèques. Ils ont également promis à ces ennemis des Aztèques de leur donner le territoire, l'empire aztèque, une fois qu'ils auront vaincu l'empereur. Bien évidemment, les Espagnols ont menti sur ce point et garderont pour eux ces territoires. On passe à présent au petit 2, les conséquences, avec un S, c'est mieux, de la conquête sur les Aztèques, et on en arrive à la question numéro 2, à laquelle vous aviez à répondre. Comment s'exprime la domination espagnole sur la ville et la société aztèque? Alors pour cela, vous aviez tout un ensemble de documents, j'en reprends que quelques-uns. Vous aviez notamment ce plan. Cette carte de la ville de Mexico qui nous permet d'aborder la question des aménagements dans la capitale. Si vous allez aujourd'hui faire du tourisme à Mexico, vous ne trouverez plus aucune trace de la civilisation aztèque. La capitale Tenochtitlan a été totalement modifiée dans son architecture, dans son plan, par les Espagnols. Juste pour information, Tenochtitlan est le nom donné par à la ville par les Aztèques. Mexico est le nouveau nom que portera cette ville, le nouveau nom bien évidemment qui est d'origine espagnole. Alors, au niveau des aménagements dans la capitale, vous avez dû trouver dans les documents que les Espagnols détruisent les statues, donc des différents dieux aztèques, ils détruisent les temples, donc les temples pyramidaux que je vous avais montrés précédemment avec un manuscrit, avec un codex, voilà, que vous avez ici. Tous ces temples sont totalement détruits, sont totalement rasés, donc il ne reste plus rien de la religion aztèque. On a également une répartition des terres entre Espagnols, ce qui fait que les Aztèques ne possèdent plus de territoire, et le changement du plan de la capitale, d'où d'ailleurs l'intérêt de cette carte, de ce plan de la ville, puisqu'on reconnaît, si vous regardez bien, on reconnaît le plan d'une ville à l'européenne à cette époque-là, c'est-à-dire avec un plan perpendiculaire, des rues qui se coupent à angle droit, et l'aménagement de grandes places, au milieu desquelles on met des fontaines, on met des statues, notamment des statues des souverains d'Espagne. Donc une modification totale de la ville de Tenochtitlan à l'époque. Remarquez d'ailleurs en arrière-plan que l'on a encore le lac à cette époque-ci qui entoure Mexico, lac qui va être asséché au XVIIe siècle et disparaître puisqu'aujourd'hui vous n'avez plus aucun lac à proximité de Mexico. Donc ça c'est le premier axe, vous aurez la trace écrite tout à l'heure, pour le moment je reste dans la partie explication. Donc premier axe c'était aménagement dans la capitale. Deuxième axe, cette fois-ci religieux, on a une évangélisation. Donc, je vous rappelle que l'évangélisation, c'est le fait de convertir des populations au christianisme. On a une évangélisation des Aztèques. Ça passe par des baptêmes forcés. Alors il faut imaginer à l'époque une file d'Aztèques qui attendent de se faire baptiser par un prêtre. Des baptêmes forcés, l'envoi également de clercs, donc de membres du clergé, notamment de moines, chargés d'enseigner la foi chrétienne, chargés d'apprendre aux chrétiens à se comporter, aux futurs chrétiens à se comporter en tant que tels. Et enfin, dernier élément, d'où d'ailleurs cette photo, la construction d'églises, la construction de cathédrales, notamment la cathédrale de Mexico qui existe encore aujourd'hui, qui a été construite dès 1571. On en arrive à la trace écrite. Donc vous notez, caractéristiques de la domination espagnole sur la ville et la société aztèque. Premier élément, des aménagements dans la capitale, destruction des statues et des temples aztèques, répartition des terrains entre Espagnols,
changement du plan de la capitale et de son nom, Mexico dorénavant, pour en faire une ville européenne. Deuxième élément de réponse, évangélisation des Aztèques, baptême forcé, envoi de clercs chargés d'enseigner la foi chrétienne, et construction d'églises. Je vous laisse mettre sur pause l'enregistrement afin que vous ayez le temps de noter la trace écrite dans votre cahier. Nous passons à la question numéro 3, donc toujours de l'étude de documents que vous aviez à faire pendant les vacances. La question ou les questions étaient: comment évolue la population aztèque? Quelles sont les raisons de cette évolution? Pour cela, vous aviez un document, un graphique à utiliser qui était dans le manuel, où l'on trouve une estimation de la population indienne dans l'Empire espagnol en millions. Et en bas, vous trouviez les différentes années classées par décennie. Alors, le piège était, ou en tout cas, il fallait faire attention à choisir la bonne courbe. Donc vous avez Pérou. Le Pérou, ça correspond à cette époque-là à l'Empire Inca. Hispaniola correspond à la région, à l'île découverte par Christophe Colomb. Nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement la courbe bleue, le Mexique central. Vous avez dû le noter, on observe une chute, un effondrement très brutal, très important de la population aztèque qui passe de 11 millions estimés, c'est pour ça que vous avez le point d'interrogation, hein, c'est une estimation, il n'y a pas de recensement à l'époque, donc 11 millions estimés au début de la conquête, donc en 1519-1520, pour arriver 100 ans plus tard, en 1620, à seulement 1,5 million d'Aztèques. Même si ce n'est pas dans le cours, si on regarde la courbe pour les Incas, on retrouve la même trajectoire avec un effondrement rapide et massif. Alors maintenant que l'on a constaté ça, il faut se demander pourquoi. Pourquoi finalement la population en 100 ans, la population aztèque, s'effondre aussi fortement. Premier élément d'explication, c'est ce qu'on appelle le choc microbien. Nous avons deux populations qui se rencontrent, qui sont deux populations qui jusque-là n'ont pas cohabité et qui ont des modes de vie différents. Ce schéma nous l'explique bien. Nous avons d'un côté l'ancien monde, l'Occident, l'Europe, où on a une population dense, c'est-à-dire beaucoup d'habitants au kilomètre carré, et ce sont des habitants qui vivent avec du bétail, donc avec des vaches, avec des bœufs, des cochons, des moutons, donc qui ont développer un système immunitaire plutôt performant qui leur permette de résister au moins en partie à des maladies. A l'inverse, on a le Nouveau Monde, c'est-à-dire l'Amérique, où on a aussi une population dense, mais cette fois-ci très peu de bétail. Donc, on a une population qui n'est pas habituée à faire face à de nombreux microbes, de nombreux virus. Or, lorsque les Européens arrivent en Amérique, ils amènent avec eux un certain nombre de microbes, un certain nombre de virus, sans le vouloir forcément. Les animaux qu'ils emmènent avec eux jouent aussi leur rôle, si bien que l'on voit apparaître des épidémies chez les Aztèques, des épidémies de variole, de rougeole, de grippe, qui déciment la population. Donc en bas de ce schéma, on vous indique que le taux de décès, le taux de mortalité est estimé à 60 à 90% de décès chez les Aztèques, dès lors que vous aviez une épidémie. Alors, on voit qu'il y a un petit bonhomme qui représente un Aztèque qui survit. Pourquoi? Parce que la sélection naturelle fait que certains organismes sont plus résistants que d'autres, et donc arrivent à s'adapter à ces nouveaux virus, à ces nouveaux microbes qui arrivent en Amérique. Donc, premier élément à noter, la population aztèque connaît une chute brutale et très importante entre 1520 et 1620, passant de 11 millions d'habitants estimés à 1,5 million d'habitants. Cet effondrement démographique s'explique par deux points. Premier tiret, premier élément, le choc microbien. Les conquistadors espagnols apportent avec eux et leurs animaux des maladies qui étaient jusqu'alors inconnues en Amérique.
Conséquence, les Aztèques n'ont pas le système immunitaire pour résister face à ces nouveaux virus et microbes, exemple rougeole ou grippe. Je vous invite à prendre, une fois que vous l'avez noté, le document 3, page 100 dans le manuel. Ce document est un tableau qui recense les différentes épidémies qui touchent la région de Quito, qui correspond en fait à l'équateur actuel. Et ce qu'on remarque, ce que vous devez remarquer, c'est qu'on a des épidémies récurrentes. Régulièrement, on a des épidémies de rougeole, de variole, de pneumonie, de grippe, etc. Et donc finalement, la population amérindienne va s'effondrer, en partie pour cette raison. Deuxième raison, cette fois-ci prenez le document 1, toujours à la page 100, vous avez représenté là une gravure représentant l'exploitation d'une mine d'or. Souvenez-vous des récits de Christophe Colomb, souvenez-vous de son journal de bord, où il est finalement obsédé par la recherche de l'or. Cette recherche de l'or, finalement, ils arrivent à trouver des mines d'or et d'argent en Amérique du Sud. Sauf que bien évidemment, il s'agit de minerais à extraire du sol, et donc il faut de la main-d'œuvre. Sans surprise, cette main-d'œuvre, c'est bien évidemment la main-d'œuvre locale, c'est bien évidemment les Incas, les Aztèques qui ont survécu, qui vont fournir cette main-d'œuvre. Or, ce travail, c'est un travail qui est extrêmement difficile, qui se fait avec des risques importants. Donc il se fait dans le sol, avec l'utilisation d'explosifs. L'air est très peu respirable, donc les ouvriers, les mineurs attrapent rapidement des maladies, ce qui fait que l'espérance de vie finalement de ces ouvriers est très limitée dans le temps. Donc vous pouvez noter, deuxième élément, le travail forcé dans des conditions très difficiles. Exemple, travail dans les mines d'or et d'argent d'Amérique du Sud. Je vous laisse mettre de nouveau sur pause pour avoir le temps de prendre en note la trace écrite. Alors pour le moment, je vous rappelle qu'il n'y a que 2 peuples, 2 royaumes lancés à la conquête de ce nouveau monde, à la conquête de nouvelles routes, de nouveaux territoires. Ce sont d'un côté les Espagnols dont on vient de parler avec l'exemple aztèque, mais aussi les Portugais. Or, bien évidemment, toutes ces richesses vont vite monter à la tête des Espagnols et des Portugais, et cela risque de créer un certain nombre de tensions, de désirs, d'envies, de jalousie, et possiblement on pourrait arriver à des conflits, à des guerres. C'est pourquoi les souverains font appel à la seule autorité qui a une prestance, un pouvoir supérieur à tous les rois et à tous les empereurs. Je parle bien évidemment du pape. Le pape va mettre en place un accord que l'on appelle le traité de Tordesillas, qui va diviser le monde en 2. Dans ce traité, il est indiqué qu'une ligne imaginaire est créée, c'est celle que vous avez représentée à gauche, juste ici, et dans ce traité, il est précisé que tout ce qui est à l'ouest de cette ligne appartiendra aux Espagnols, tandis que tout ce qui est à l'est de cette ligne appartiendra aux Portugais. Le problème, c'est que la Terre est déjà considérée comme étant ronde à l'époque, donc si on suit à la lettre ce que dit le traité, tout ce qui est à l'ouest, donc on revient par ici, appartient aux Espagnols, donc finalement on fait le tour de la Terre, et idem pour les Portugais. Donc en 1529, contrairement à ce qui est d'ailleurs indiqué ici, vous avez une deuxième ligne de démarcation qui est fixée. Les Espagnols possèdent cette fois-ci toute l'Amérique à l'exception du Brésil, ainsi qu'une partie ici de l'Asie que l'on appelle les Moluques. Pourquoi? Parce qu'on y trouve des épices. Et les Portugais possèdent tout le reste, c'est-à-dire le Brésil, l'Afrique et l'Asie. Alors bien évidemment que ce traité ne comporte pas dans ses articles l'Europe. L'Europe telle qu'on l'a vue au Moyen-Âge, Occident chrétien, monde musulman et Empire byzantin qui a disparu, tout cela n'existe plus.
tout cela plutôt se maintient, donc ce sont toujours les souverains dont on a parlé qui gardent leur royaume. D'accord ? Le traité ou les traités ne s'appliquent qu'au territoire à conquérir. On passe à la trace écrite. Vous notez donc que dès le XVIe siècle, les Espagnols et les Portugais créent les premiers empires coloniaux. Une date importante à retenir, 1494, le pape partage les terres à conquérir lors du traité de Tordesillas, complété en 1529 par le traité de Saragosse. Alors les Espagnols, on l'a vu avec l'exemple aztèque, font la conquête des territoires qu'ils découvrent. Ils se les approprient les territoires, ils s'approprient les peuples. Les Portugais se comportent d'une manière différente. Pourquoi? Parce que les Portugais ont affaire à l'Afrique et à l'Asie, où ils rencontrent des royaumes suffisamment puissants, militairement, pour leur résister. Donc, ils ne souhaitent pas s'engager dans des guerres coûteuses en hommes, coûteuses en argent, et ils vont inventer un autre mode de colonisation qui est basé sur des établissements commerciaux qu'on appelle les comptoirs. Il s'agit pour les Portugais de faire du commerce, il ne s'agit pas de faire des conquêtes. Donc, deuxième élément de la trace écrite, en Afrique et en Asie, les Portugais ne font pas de conquêtes, mais installent des établissements commerciaux, des comptoirs. N'hésitez pas une nouvelle fois à mettre sur pause pour avoir le temps de noter le cours. Le vocabulaire à présent à noter. Donc vous avez le terme de choc microbien, qui est un fort accroissement, donc accroissement-augmentation, de la mortalité des populations indigènes liées aux maladies venues d'Europe contre lesquelles elles n'avaient aucune défense immunitaire. Deuxième terme de vocabulaire, celui de colonie. C'est un territoire occupé, administré et exploité par un pays étranger. Vous avez également le terme de conquistador. Ce sont les chefs d'expédition qui ont conquis le Nouveau Monde au XVIe siècle pour la couronne d'Espagne. Et enfin, empire colonial, c'est tout simplement l'ensemble des colonies administrées par une puissance. Donc ces notions seront à apprendre et serviront pour la suite. Bien, nous en avons donc terminé avec le cours que j'avais prévu de faire aujourd'hui. J'espère que cette manière de faire vous conviendra pour les 15 prochains jours. Je reviendrai vers vous très prochainement pour attaquer et traiter le grand 2 sur la mise en place d'une première mondialisation. Je vous souhaite une bonne fin de journée et bon courage à vous. À bientôt.